Ravi de vous retrouver dans Smart Job, c'est l'émission emploi, vous le savez, emploi RH de Bismart, débat, expertise, analyse. On fait le point aujourd'hui évidemment sur tous ces sujets d'actualité. Bien dans son job, alors oui, alors là ça colle bien dans son job parce que on va découvrir avec un expert dans quelques instants bien comment se désintoxiquer du numérique, de son téléphone portable. Oui, on est toujours le nez sur ce téléphone. Comment faire pour bien retrouver un petit peu, se recentrer. On fera le point dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. L'entreprise à mission, qu'est-ce que c'est? On fera le point évidemment avec Jérémy Cléda dans quelques instants. On en parlera d'ailleurs avec le secrétaire général de Danone. Le cercle RH, un grand entretien avec le ministre délégué au PME dans un contexte, une actualité compliquée. Nouveau tour de vis à l'encontre des restaurateurs, des hôteliers, des patrons de discothèques, des salles de sport. On fera le point, la situation est tendue. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment devenir le champion de LinkedIn, c'est-à-dire devenir le meilleur pour que le recruteur vous sélectionne, vous recrute. On fera le point avec un spécialiste. Mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, au programme de l'actualité, les négociations entre Valeo et ses salariés sont terminées. Le groupe qui voulait économiser 10% de sa masse salariale en France a fait marche arrière. Pas de fermeture d'usine ni de licenciement sec pendant une période de 2 ans. En échange, il demande un gel de salaire sur la même période. Le projet doit être signé le 29 septembre, mais la CGT a déjà indiqué qu'elle ne signerait pas. Et puis l'emploi dans le secteur privé se remet de la crise sanitaire. Hors intérim, le nombre de déclarations d'embauche de plus d'1 mois a augmenté de près de 10% le mois dernier. Il retrouve ainsi son niveau d'avant-crise d'après l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Et pour la première fois depuis le début de la crise, l'évolution redevient positive en rythme annuel à 2,2%. On retiendra les chiffres de l'industrie avec une progression de 13% des embauches. Et puis, si le secteur français privé se relève, la situation de l'emploi à l'international inquiète. Hier, l'Organisation internationale du travail publie un rapport plutôt pessimiste. Sur les 3 premiers trimestres de 2020, les revenus du travail ont perdu 10,7%, soit 500 milliards de dollars par rapport à 2019. Les heures de travail cumulent une baisse de 17% au 2e trimestre, l'équivalent de 495 millions d'emplois à temps plein. Et les perspectives pour le 3e et 4e trimestre ne sont guère plus optimistes. L'OIT table respectivement sur des pertes de 12%, puis 8,6%. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Bien dans son job, là la rubrique porte bien son nom. On va essayer de se déconnecter. Vous êtes cadre, vous êtes manager, vous êtes CEO. Vous avez le nez sur votre tablette, votre portable, du matin 7h jusqu'à 22h, parfois plus, jusqu'au lit. Comment faire pour se désintoxiquer? Olivier Viau, merci d'être avec nous. Consultant en détox numérique. Alors vous n'êtes pas devenu avec un petit mug, hein, c'est pas un jus détox que vous me proposez. Vous venez de l'entreprise, hein, vous avez fait une école de commerce, vous avez travaillé dans l'entreprise, vous vous êtes intoxiqué. Puis en 2017, le téléphone bloque, comme ça arrive souvent, et là c'est le déclic. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Ras-le-bol de ce fil? Ce que je me dis à ce moment-là, merci Arnaud de m'avoir donné la parole sur ce sujet primordial, sujet de société aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est tout simplement que je fais la différence entre ce qui est normal et naturel. Donc je bloque mon téléphone, je considère ma réaction tout à fait naturel, mais pas du tout normal. Et c'est à partir de ce moment-là... Naturel, c'est-à-dire vous gueulez, vous dites mais c'est pas possible. Naturel, ça veut dire qu'émotionnellement, ça génère quelque chose, une pulsion extrêmement forte. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis formé, je suis rentré dans les neurosciences, j'ai cherché à comprendre. On est plus accro à ça qu'au tabac finalement. On est là à chercher... Alors, fais attention avec le mot addiction. On parle de dépendance. Le mot addiction, je fais très attention. Pour moi, c'est une addiction comportementale, purement comportementale. Les GAFA jouent sur des ressorts ultra puissants qui sont des ressorts tout simplement ancestraux. Plaisir, besoin de relations sociales, besoin de sécurité et besoin d'aller chercher l'information. On va sur notre téléphone pendant 5 heures sur Facebook la nuit comme on va aller sur Mars. L'être humain a besoin de découvrir, d'aller à la conquête. Alors, il n'y a pas d'addiction, mais il y a quand même évidemment une très forte dépendance à cet élément. Il y a des études en neurosciences qui sont terribles, hein, qui disent que si des enfants, par exemple, à 3 ans, commencent à être sur une tablette, certains nous disent mais c'est formidable, ils apprennent à jouer. Non, en fait, c'est très très mauvais parce que sur le cognitif, ils lisent plus tard, ils ont des difficultés à l'école, c'est ce qu'on lit. Exactement. C'est pareil pour un adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui est en permanence sur son téléphone, il est moins réceptif dans une réunion, il est moins ouvert, il est moins bienveillant.
C'est vrai ça? Qu'est-ce que ça dit de notre humanité, tout simplement? Qu'est-ce que ça dit de notre relation à l'autre? Si on faisait ce rendez-vous à distance, je n'aurais pas votre retour visuel, Bien sûr, sens. bien sûr. Donc, l'énergie qu'on s'envoie. bien sûr, les regards, les sourires. Pour répondre à votre question, Arnaud, c'est simplement que nous, on sait s'en affranchir. Nous, adultes, on sait s'en affranchir. Plus ou moins. On sait s'en affranchir, mais on n'est pas exemplaire. Comment dire à un enfant à la maison, laisse ton téléphone à table, sachant qu'on est toujours dessus. La différence, c'est la justification. C'est ce qu'il nous répond d'ailleurs. Hein. Mais toi, tu as toujours le nez sur ton téléphone. Et qu'est-ce qu'on répond? Nous, adultes, on dit oui, mais c'est pour mon travail. La justification. Donc, ce qui est important, c'est ce que j'ai développé, c'est l'innovation. L'innovation, elle n'est pas que numérique, elle est aussi humaine, et c'est l'objet de votre émission. C'est l'écologie du soi. On se recentre. L'écologie du soi, c'est 3 piliers. C'est l'écologie numérique. Tout simplement, c'est qu'est-ce que ça fait sur notre santé psychique et notre santé physique. Se poser la question. Être en conscience. Ensuite, il y a... Vous faites penser à ceux de chez Google, Facebook, là, qui tout d'un coup ont quitté ces boîtes où ils gagnaient énormément d'argent. Et aujourd'hui disent, moi je veux arrêter, je veux inventer le système qui retire le système de rolling des pages. Enfin, c'est des personnalités incroyables. Vous faites partie un peu de cela, quoi. Oui, sauf que moi je ne l'ai pas inventé, j'en suis conscient avant de l'avoir inventé. Donc aujourd'hui, l'écologie du soi, c'est prendre soin de soi, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi l'éducation. L'éducation des adultes, mais l'éducation des jeunes aussi. Demain, c'est les jeunes qui vont prendre le relais. Mais attendez, Olivier... Ça pose une question de management. On va avoir, évidemment, dans quelques instants, Welcome to the Jungle. C'est le patron, c'est le CEO. Quand il fait une réunion, pour lui donner un conseil, on met une grosse boîte, capitonnée en mousse, puis chaque cadre, chaque responsable vient poser le téléphone dans la... Parce qu'en fait, c'est la tentation. On est en réunion, puis on prend son téléphone. Vous savez comment on fait, là? L'alcool a été interdit à l'école en 1956. Oui, il y a un article, j'ai vu ça, ouais. Par Mendes France. Ouais. Donc, évidemment, les portables... Moi, j'ai de l'avance sur mon temps, comme beaucoup de gens. Je dis tout simplement, les portables, on va les poser. Quand PSA met tout le monde à la maison, quand ils vont revenir en présentiel, c'est créer de la cohésion sociale, du lien, on laisse les portables de côté. Donc la réponse, c'est soyez exemplaires avec le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur, on n'est pas exemplaire. Mais faites en sorte de montrer à vos collaborateurs la confiance. Tout simplement, posez votre téléphone et restez en contact dans l'humanité. Je ne pouvais pas manquer de reprendre cette phrase, soyez plus smart que votre iPhone. Bon, évidemment, vous êtes sur Bismart, donc j'étais un peu obligé, c'est quasiment... Elle est facile. C'est un punchline. Mais votre hygiène numérique, à vous, Olivier, au quotidien... Elle n'est pas exemplaire. Ouais. Elle n'est pas exemplaire. Par contre, c'est la conscience. Je suis conscient qu'à un moment donné, j'ai besoin de couper. Donc il y a des petits outils, je peux vous donner quelques pistes pour... effectivement, pour les gens qui nous écoutent, pour vous, pour les enfants, si vous avez des enfants, Arnaud, c'est tout simplement... d'essayer d'éteindre 20 minutes, éteindre ou mode avion. Et regardez émotionnellement ce que ça fait sur votre corps, sur vous, sur le regard que vous avez autour de vous. Donc on lève la tête, on commence à regarder les autres, on ressent à s'intéresser un peu à l'autre. Exactement. Bah oui, c'est vrai. Et de toute façon, c'est par là qu'on va sortir. Mais juste Jérémy, je vous intègre, vous êtes là, c'est important. Vous, le CEO d'une entreprise, avec plein de collaborateurs, avec des stress, vous avez une bonne hygiène numérique? Très mauvaise. Ah oui, comme moi. Mais la difficulté, je pense aussi dans le milieu professionnel, c'est comment faire en sorte de faire comprendre aux gens que être déconnecté, ça ne veut pas forcément dire être un frein pour sa carrière, son développement professionnel. On a l'impression qu'on va rater quelque chose. Vrai. Bien sûr. Et traiter ça, c'est extrêmement compliqué, je trouve. Mais je sais que vous dirigez, parce que nous sommes des adultes, je dirais presque conscients de ce que l'on fait. Vous avez une grosse mission auprès des jeunes. J'ai un jeune à la maison, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui passent leur vie sur Instagram, qui passent leur vie sur Snapchat et d'autres sites. C'est une drogue. Je n'en peux plus. Comment on fait? Qu'est-ce que vous leur dites? Aujourd'hui, il faut fixer des règles, tout simplement. Vous avez un rôle effectivement de parents, ils sont mineurs, vous êtes majeurs, il faut fixer des règles, parler avec eux, comprendre que c'est important et comprendre aussi, leur expliquer ce que ça fait sur leur cerveau. Aujourd'hui, c'est un flipper. C'est un flipper à 3 boules. On joue avec 3 boules, ça s'affiche partout. En termes de neurosciences, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça joue tellement sur le neurotransmetteur de la dopamine qu'on en veut toujours plus. On passe au péage, on en veut toujours plus. Alors, vous voyez bien qu'on est un peu dans la drogue là, quand même. Oui, on y est. Ah, ouais, on y est clairement. Et la solution pour vos ados, par exemple, c'est simplement de fixer une règle, de dire voilà, on va essayer, et vous mettez ça sur le frigo, vous faites signer à votre ado un petit contrat, et avec le droit à l'erreur. Je commence dès vendredi. Avec le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est-à-dire que tu as quand même le droit de temps en temps de et pour vous aussi, le droit à l'erreur. De craquer. Il faut essayer l'exemplarité. Savoir dire non et être exemplaire, avec le droit à l'erreur. Un dernier mot. Comment sont reçues vos conférences? Parce que vous venez de l'entreprise, et puis il y a quand même pas mal de gens qui prennent des décisions, qui vous disent attendez, j'en ai hyper besoin, je dois répondre en temps réel à des mails, à des SMS. Ils vous reçoivent bien ou pas? Ils me disent merci. Ils me disent merci. Vous m'avez sauvé là, la vie. Mais effectivement, qu'on change tous un peu le monde à notre façon. Moi, dans mon écosystème, je suis passé dans une école de commerce, je fais de la philosophie avec eux. Je fais réfléchir.
c'est la dose qui fait le poison. Si Arnaud, vous buvez 25 litres d'eau par jour, vous allez mourir. Si vous passez 25 heures sur 24 sur 24 Mon sur cerveau votre portable, explose. vous allez exploser. Vous allez jouer au billard avec des bandes, avec des balles partout, vous allez exploser. Aujourd'hui, les 85 ou 90 milliards de neurones, aujourd'hui, ils sont ultra sollicités. Et il faut poser. De toute façon, on n'a pas le choix. Olivier, avant de nous quitter, ce que disait Jérémy est intéressant. Est-ce que ça nous rend plus intelligents, cet outil-là? Franchement, on nous dit que c'est génial, on peut faire le tour du monde en quelques secondes. Mais est-ce que finalement, on est plus puissant intellectuellement? Et vous avez répondu, c'est un outil, c'est un support. Qui doit garder la maîtrise? Qui doit garder la maîtrise? C'est l'être humain. On va s'en sortir par le haut. Et moi, je suis hyper confiant pour les générations à venir parce qu'ils sont très conscients de leur hyperconnectivité. Soyez plus smart que votre iPhone, je la refais, parce que vous êtes habité par cette conviction forte, portée par des chercheurs, portée par des consultants, qu'il faut doucement mais sûrement se désintoxiquer, ou en tout cas prendre le recul. Frugalité. Frugalité, c'est un mot important, c'est-à-dire trouver la bonne distance. Merci Olivier Viau, consultant en détox numérique. Vous êtes en train d'inventer un nouveau métier, parce que je suis persuadé que dans les années à venir, il y aura des coachs qui viendront dans les entreprises pour dire levez le pied, vous êtes en train de vous brûler les neurones. Merci d'être venu. Tout de suite, la suite de nos programmes. On va commencer tout de suite par le grand entretien. Et oui, c'est une surprise, Jérémy. Le ministre est là. Il va devoir quitter ensuite le plateau pour rejoindre évidemment Bercy parce que l'actualité est chaude. Et on va recevoir dans quelques secondes le ministre délégué au PME. On lui posera toutes nos questions. Restez avec nous. On bouleverse nos rubriques parce que l'actualité, vous le savez, est compliquée avec les annonces hier d'Olivier Véran, avec un tour de vis, avec des zones rouges maximales, Guadeloupe, Marseille, Paris lundi. Alain Griset, merci d'être venu sur notre plateau parce que dans 3 quarts d'heure à peine, vous serez face à des fédérations professionnelles. Voilà, vous serez en première ligne avec Bruno Le Maire. Vous êtes le ministre délégué auprès du ministre de l'économie en charge des PME, des petites et moyennes entreprises. D'abord, l'actualité, parce que c'est l'actualité. Dans quelques minutes, vous aurez ces fédérations professionnelles. Vous les avez bien connues. Vous avez été de l'autre côté. Vous allez être interrogé. J'ai lu des choses terribles venant de Marseille. Renaud Muselier parle de punition collective. D'autres parlent d'une punition parce qu'on veut se venger du professeur Raoult. Comment vous regardez ce sujet-là aujourd'hui? On va vous interroger dans quelques minutes. Il fallait le faire de votre fenêtre de ministre des PME. D'abord, bonjour. Bonjour. Je suis content de passer un petit moment ici pour dialoguer. Vous savez, il y a 2 objectifs bien distincts mais complémentaires. Il y a l'aspect sanitaire. Nous devons collectivement, individuellement, tout faire pour que notre pays puisse vivre dans les prochaines semaines, prochains mois, sans un risque majeur d'épidémie. Qui progresse de jour en jour. Et à un moment donné, les responsables en charge de la santé, le ministre de la Santé en tête, est en charge de prendre des décisions, parce que si ces décisions n'étaient pas prises, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a des hommes et des femmes qui porteraient plainte, qui l'attaqueraient et qui mettraient... Bon, donc il faut prendre ces décisions. Voilà, les écoles ouvertes, mais on ferme les bars à 22h. Après, moi je ne suis pas ministre de la Santé, ce n'est pas ma spécialité. Il y a un certain nombre de raisons, sûrement, qui amènent à prendre ces décisions. Et je suis persuadé, il n'y a pas de combat à Paris-Marseille, il y a des décisions sanitaires. C'est en train de monter ça d'ailleurs. Non, mais peut-être, mais c'est des décisions sanitaires. Et puis après, avec Bruno Le Maire, nous avons en charge l'économie. Notre objectif, qui est répété, qu'on applique, c'est d'essayer de tout faire pour que l'économie reprenne le rythme normal. On avait eu après le 11 mai une reprise d'activité meilleure que ce que oui, c'est ce tout que le vous monde disiez. avait. Oui, mais c'est vrai en plus. Moins de défaillances d'entreprises que prévu. Oui. Et une reprise économique était meilleure que prévu. D'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même, il y a quelques jours, disait allez, on va faire mieux dans l'année et peut-être qu'on va récupérer ce qu'on faisait en février avant 2022. Donc, on était là. Bon, on voit depuis quelques jours. C'est un tour de vis qui est terrible. Depuis quelques jours, on voit l'épidémie est là. Et donc, nous, on s'adapte à Bercy. Et effectivement, j'ai déjà eu ce matin un échange avec Renaud Muselier. J'ai eu un échange ce matin avec le président. Et aussi virulent, Renaud Muselier, que sur Twitter, qui dit attendez, un coup de fil, c'est pas de la concertation? Non, mais on n'est pas dans la virulence. On est dans l'échange de mon côté et du part du président du conseil régional aussi. Alain Griset, on parle d'économie. Vous parlez d'économie, et je m'adresse à ceux qui nous regardent, qui sont des restaurateurs à Marseille, mais ça va arriver à Paris, puisqu'il y aura une couvre-feu à 22h.
c'est compliqué pour eux. Ils ont eu, pour certains, pas de terrasse, donc pas possibilité d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc certains sont restés fermés ou bancals. Ceux qui ont une terrasse faisaient un bon chiffre d'affaires, mais là vont devoir fermer l'établissement. C'est compliqué. Et au même moment, on maintient le travail en entreprise, on maintient les écoles, on maintient des lieux de vie en société, mais on dit aux restaurateurs, bah non, c'est plus possible. C'est ça qu'ils vont vous dire. Oui, mais tout ça, je comprends. Mais j'ai une responsabilité qui est, sur le plan économique, comment on trouve les solutions, y compris dans des situations Extrême. complexes, extrêmes, que certains peuvent considérer injustes, que je peux entendre. Leur façon de voir les choses. J'écoute, mais la responsabilité qui est la mienne, c'est économique. Et donc, moi, je suis à leur disposition, à leur écoute, pour regarder de quelle manière, même si ça ne va pas être une baguette magique, vous n'êtes pas magicien, ouais. de quelle manière, néanmoins, on arrive à atténuer, si possible, à gommer les conséquences économiques pour leur entreprise. Les règles, elles ont déjà été fixées. On va prolonger le chômage partiel, on va quoi, repousser de nouveau les cotisations, parce que j'ai vu qu'il y avait un député, qui est le rapporteur ou le vice-président de la commission des finances, LREM, qui disait, mais moi je vous dis qu'il y a plus de 10% d'entreprises, de PME, qui ne pourront pas régler leurs cotisations. Et peut-être même leur PGE. Ça, vous avez ces indicateurs. Mais naturellement, mais sur le PGE, nous avons négocié avec les banques. Les professionnels doivent de ce côté-là être plutôt rassurés. En tout cas, moi je l'espère. Le PGE, la première année, dans les 4 mois qui précèdent la fin de la première année, tous ceux qui ont un PGE peuvent envisager de reporter jusqu'à 5 ans le remboursement du PGE. Donc, avec des taux, deuxième, troisième année 1%, et celui qui va jusqu'à 1 plus 5. Un peu plus élevé. Jusqu'à 2,5 au maximum. C'est ça. Bon, donc ça veut dire qu'en termes de durée, les choses sont calées. 5 ans. Les 1 plus 5. 1 plus 5. Ça fait 6. Donc les entrepreneurs ont à la main le remboursement du PGE. Sur les cotisations sociales, il y a une partie d'exonération. Et décalé. Une partie d'exonération. D'exonération, bien sûr. Et donc pour les restaurateurs, il n'y a pas de doute. Moi je le dis clairement, il faut qu'on prolonge les exonérations. Bon, en particulier sur ceux à qui on dit on ferme. Pas le choix. Bon. Ensuite, il y a une partie de report. Le report, Bruno Le Maire l'a annoncé, il doit pouvoir être payé sur 36 mois. Sur 36 mois. Étalé sur 36 Oui. mois. Avec des échéances, en fait, un échéancier. Et il faut que ça s'applique. Ça, c'est l'URSSAF, par Et exemple. il faut que ça s'applique. Il faut que ça... C'est pas encore le cas. Il peut arriver Ouais. quelquefois des endroits où c'est plus compliqué. Et il faut que ça s'applique. Échéance, 36 mois le remboursement. Donc l'administration doit mettre en place Et des naturellement. échéanciers. Mais il y a une décision politique qui a été prise. Il faut l'appliquer. Et ensuite, les entrepreneurs peuvent eux-mêmes, sur leur compte, modifier le taux de cotisation. Pour dire, actuellement, je vois bien que je ne vais pas faire le chiffre, je diminue le taux pour ne pas être pris à la gorge. Donc sur le plan financier, nous avons mis en place ces outils permettant Donc des d'accompagner. garde-fous. D'accompagner. Ensuite, sur les restaurateurs fermés, là, moi je suis à leur écoute. S'il faut qu'on trouve de nouveaux modèles, moi je comprends bien, le restaurateur dit on a commandé, on a 300 kg de marchandises qui Bien arrivent, sûr, bien sûr. on va devoir les jeter. Si ça ressemble au Il faut- confinement du 16 mars dernier. Hein, c'est... Tout à fait. Eh bien, moi je suis là pour les écouter, pour proposer au Premier ministre les solutions qui permettent non pas de Quoi, d'écouler la marchandise, de click and collect, de... non pas de rendre tous les gens contents, parce que je comprends bien qu'ils vont être Ouais, mécontents. c'est Mais difficile. au bout du compte, d'essayer de faire que sur le plan financier, ces fermetures n'aient pas d'impact sur le futur de ces entreprises. Parce que, Mais c'est l'enjeu. Hein. même si c'est pas facile à comprendre, mais il y a une petite lumière au bout du tunnel. Ah oui, Ben oui, à un moment donné, on aura réglé le problème du virus. Je ne sais pas quand. oui, c'est Mais le on vaccin. aura- Vous évoquez le vaccin, mais ça, c'est Le vaccin, un tunnel dont on ne connaît pas le bout. Hein. j'entends bien, mais la lumière est là. C'est un peu comme pendant la guerre. À un moment donné, Ah, après, il faut garder il y a la tête. paix. Ouais, bien sûr. Donc l'idée, c'est de dire, la lumière est là, on ne sait pas quand, mais faisons tout pour permettre aux personnes d'aller jusqu'au bout. Et au moment où la lumière sera vraiment allumée, qu'on soit tous en situation de reprendre une activité normale. On va parler des défaillances d'entreprises. Vous le disiez d'ailleurs dans une interview du Figaro il y a quelques jours.
c'est moins grave que prévu. Un mot sur le chômage partiel. Il y a eu un débat sur des fraudes au chômage partiel. Et en interrogeant des entrepreneurs en direct, en essayant de comprendre, ils m'expliquaient, j'ai essayé de comprendre, que c'était un système assez compliqué à mettre en place, le chômage partiel, pour eux, en termes administratifs. Vous l'avez intégré, ça, au-delà des fraudes. C'était compliqué parce qu'il y avait des collaborateurs qui pouvaient travailler 3 heures la journée, et puis le reste, c'était chômage partiel. Et en fait, parfois, la facilité faisait qu'on mettait la personne en chômage partiel, mais effectivement, elle travaillait 2 heures, pour dire la vérité. Là aussi, c'est un peu l'administration qui est un peu complexe. C'est un peu les complexités administratives. D'abord, il y a une règle qui existe. L'administration est là pour appliquer la règle. Tout à fait au début, il y avait, je pense, une incompréhension auprès d'entrepreneurs qui n'étaient pas habitués à utiliser ces dispositifs. Oui. C'est de dire qu'il faut d'abord faire savoir qu'on va utiliser le chômage partiel, et ensuite, tous les mois, il faut faire une déclaration pour dire si j'ai 4 salariés, j'en ai 2, 2,5, et donc donner les montants concernés. Et donc, il y a même, au mois de mars, au mois d'avril, les entrepreneurs qui n'avaient pas tout intégré et qui n'avaient pas demandé par rapport au montant. Ils avaient dit je déclare chômage partiel, mais ils n'avaient pas fait la déclaration. Et il faut qu'il y ait des chiffres précis entre. Tout ça, mais naturellement, entre ceux qui ont vraiment travaillé. Donc ça, c'est rentré dans les fraudes, c'est considéré comme des fraudes. Non, parce que ça s'est régularisé. D'accord. Ensuite, vous savez, c'est toujours le problème des effets d'aubaine, des effets pervers. Bon, on voit bien que dans toute règle, il y a toujours un pourcentage qui essaye de tricher. La position est claire. Quand il y a une fraude avérée, il faut sanctionner et fort. Donc demander le remboursement des sommes. Même aller au-delà, sanctionner est fort. Bon, par contre, on ne peut pas, sous couvert qu'il y ait eu quelques fraudeurs, condamner tout le monde. Parce que l'immense majorité a fait le travail correctement. Et donc même si les montants peuvent être importants en valeur absolue, mais c'est un montant c'est même pas 1% du montant global. Donc je condamne les fraudes avérées. Il faut sanctionner les fraudes, mais pas mettre un anathème sur tous les entrepreneurs qui ont réellement joué les jeux. Et moi, je connais des entrepreneurs qui ont dit « mais je pouvais avoir le chômage partiel, mais je ne l'ai pas pris parce que j'avais un peu d'activité et de façon solidaire, j'en ai pas profité ». Donc, il faut voir aussi cela. Oui, absolument. Sur les défaillances, vous allez peut-être nous le reconfirmer, je ne sais pas si les choses évoluent aussi vite en 3 jours, mais vous disiez il y a moins de défaillances que prévu. Et pourtant, les indicateurs nous disent que dans les PME, dans des petites structures, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont évidemment pas pris leurs décisions, mais qui ont déjà anticipé auprès de leurs experts comptables, auprès de leurs conseillers financiers, l'idée de soit de se séparer de collaborateurs, soit tout simplement de mettre la clé sous la porte. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Écoutez, moi, j'ai un immense respect pour tous les spécialistes, tous les experts, dont je ne suis pas. Je dis simplement... Acteur de terrain, vous êtes, hein ? Oui, mais je ne suis pas un expert. Bon, je connais un peu. Bon, et j'essaie tous les jours d'améliorer mes connaissances. Moi, je constate simplement avoir entendu, au moment du confinement au mois de mars, au mois de mai, ça sera la débandade. C'est exact. Au mois d'avril, on a dit au mois de juin, vous allez voir, ça sera le cataclysme. Et on a dit en septembre, ça va être... Et en septembre, ça va être la fin du monde. Bon, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, naturellement, c'est difficile, hein. Pour les entrepreneurs, c'est difficile, quelle que soit leur taille. Mais néanmoins, globalement, les dispositifs uniques au monde bien sûr. que la France a mis en place. Ce garde-fou est unique, en a effet. permis, aussi bien pour les salariés que pour les entrepreneurs, a permis pour l'instant, même si on dit qu'ils sont sous cloche, mais a permis pour la plupart des entrepreneurs de maintenir, de contenir, de maintenir. Et qu'il n'y a pas, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas en nombre de défaillances un nombre plus important que dans une année classique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et nonobstant le virus, on voit quand même que les Français qui ont pu ont quand même mis 90 milliards de côté. Et que le livret A a progressé. Ou dans même les comptes courants. Les comptes courants, absolument. Attendez, un de vos collègues disait qu'il faut passer dans les matelas. Bon, pourquoi pas dans les boîtes, dans les coffres. Ouais, mais en tout cas, ceux qui le peuvent ont une partie de possibilité de contribuer à la relance. C'est comme l'histoire du virus. Chacun a une responsabilité individuelle. Et s'il y a une flambée aujourd'hui, pourquoi ? Eh bien, à un moment donné... parce que les Français sont partis en vacances, parce qu'ils se sont déplacés. Parce qu'il y a eu des comportements qui n'étaient pas adéquats. Et donc, que ce soit sur la santé ou sur l'économie, moi, je crois beaucoup à la responsabilité. L'État a des responsabilités, on essaie de les assumer, mais chaque Français a une part de responsabilité pour que ça aille mieux. D'un mot, parce que j'aimerais qu'on parle quand même des redressements judiciaires, parce que
là, on est dans du diagnostic, je dirais, conjoncturel lié à cette crise. Puis j'imagine que le ministre que vous êtes commencez à réfléchir à l'après. Vous êtes déjà dans la petite lumière. Quand même, l'économie du sport, la jauge à 1000, on avait fait une émission sur ce plateau. D'ailleurs, l'économie du sport, c'est des emplois. Et c'est aujourd'hui des emplois de sécurité, des emplois d'encadrants, des emplois de... C'est une activité, elle aussi, qui est en très grande difficulté. Là aussi, soutien à ces clubs amateurs, professionnels qui ont des salariés. Mais le sport, l'événementiel, le tourisme, la culture, on voit bien qu'il y a des secteurs, des pans entiers. Cinéma, théâtre ouvert, vous le confirmez. Oui, voilà, ce qui est assez paradoxal par ailleurs, parce que c'est... Mais c'est pas encore... on ne peut pas dire que ce soit formidable. Bon. Non. Mais tous ces secteurs-là, et surtout tous les secteurs qui sont en conséquence touchés indirectement. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on parle de sport, mais derrière, il y a un tas d'activités. Un écosystème autour du sport. Un écosystème global qui est touché. Donc, nous essayons de regarder. Roselyne Bachelot l'a fait pour la culture. On essaie de regarder situation par situation. Moi, les ministres des Sports doivent vous en parler, j'imagine. Non, j'ai rencontré la semaine dernière les discothèques. J'ai rencontré la semaine dernière les agences de voyage. Donc, on regarde situation par situation comment on peut trouver des dispositifs adaptés à chaque situation. Mais comment on adapte la petite lumière? Elle est très loin. Pour eux, on nous dit il n'y a plus d'avions, on ne circule plus, il n'y a plus de long courrier. Enfin, je veux dire, c'est une activité qui vous échappe là. Là, vous abordez un sujet qui est différent. C'est des évolutions structurelles. Et oui, qui les impactent. Conjoncturelles. C'est structurel. Quand on dit globalement, quand les Français disent je veux plutôt rouler en voiture électrique, c'est quoi la conséquence? Dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura moins de moteurs thermiques. Il faut flécher notre stratégie, bien sûr. Il faudra bien faire évoluer. Quand un certain nombre de Français disent oui, il faut diminuer les distances en avion, il faut plutôt prendre le train, il y aura moins d'avions à construire. Bon, ça, c'est en gros, entre guillemets, ça n'a pas trop à voir avec le virus. Permettez-moi, le Covid a accéléré ce processus. Ça a accéléré, mais n'empêche que ça, c'était des éléments qui étaient déjà dans les tuyaux, comme on dit, dans l'esprit. Dans les évolutions de la société. Quand un certain nombre de Français utilisent le digital pour faire des achats, c'est-à-dire ça a déjà commencé avant le virus. C'est exact. Donc on a à la fois des éléments conjoncturels et des éléments structurels. Et donc, moi, dans mon ministère, on essaie de regarder comment, sur le structurel, je prends un exemple très concret, la filière habillement chaussures est en grande difficulté. Bien sûr. Mais elle était déjà auparavant. Depuis 10 ans. Bien sûr. Dans une difficulté qui s'aggrave. Et, la part consacrée à l'habillement, aux chaussures a baissé. Naturellement. Et donc, effectivement, les entreprises sont impactées. Qu'est-ce qu'on, aujourd'hui, la question, avec la petite lumière, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner cette filière au-delà du conjoncturel, pour avoir un avenir meilleur? Avant de nous quitter, je sais que vous y tenez beaucoup parce que vous étiez le président de l'UDP, de l'artisanat. Donc souvent, vous le disiez d'ailleurs, ce sont des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. On entend beaucoup Made in France, retour des PME avec des administrations qui doivent acheter français. Là aussi, vous tapez du poing sur la table, c'est pas si facile. On a beaucoup entendu le ministre le dire. Et dans les faits, on a vu beaucoup d'entreprises soit se délocaliser, soit acheter en Chine. Comment on fait là pour refaire vivre ces PME, ces entreprises françaises, pour leur donner des clients? D'abord, moi je souhaitais qu'on mène une réflexion sur le Made in France. Pour réellement garantir aux Français que quand ils achètent, c'est bien français. Donc il y a une origine garantie France qui existe, qui existe et qui me paraît une meilleure garantie. Bon, on va d'abord travailler là-dessus. Puis ensuite, on aura à un moment donné une vraie réflexion globale sur le coût. Sur le coût, oui. C'est très bien. C'était un peu plus cher. Fabriquer en France, c'est plus cher. Bon, alors, il y a plusieurs solutions. Et moi, je comprends bien qu'il y a le pouvoir d'achat. Tous les Français ne peuvent pas mettre plus cher. On baisse le coût du travail. Vous devez en parler avec le ministre de l'économie. Le coût du travail, c'est quoi? C'est pas seulement le salaire du salarié, c'est aussi les cotisations sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la bonne assiette? Bon, voilà. Est-ce qu'il faut ou pas qu'il y ait, sur ce qui est fabriqué à l'étranger, une taxation plus importante? Je ne sais pas. Baisse de l'impôt de la production, ça a été annoncé. Il y a une baisse de l'impôt de production. Pérenne au-delà du Covid. Naturellement, 10 milliards pour le 2021, 10 milliards 2022, mais 10 milliards 23, 24 et 25. Donc tout ça, ce sont des stratégies sur lesquelles nous travaillons de long terme. Et donc, l'objectif que nous avons actuellement, c'est de travailler sur le quotidien. C'est ça qui est compliqué dans votre mission. Non, mais... Il y a la crise, il y a le quotidien. On travaille sur la crise, du matin au soir, et on essaie de se projeter. On essaie de faire les deux à la fois, sans ménager notre temps
et c'est normal. Les défaillances d'entreprises sont la plupart du temps des entreprises qui passent en redressement judiciaire. Est-ce que là, il faut aussi réfléchir à une réforme, à une façon de... On le dit souvent, un entrepreneur vous dit, une fois que j'ai mis le doigt dans la moulinette du RJ, du redressement judiciaire, chronique d'une mort annoncée, je m'en sors pas. Comment on redonne un souffle à une entreprise qui va mal, qui dit j'ai besoin de trouver des clients, j'ai besoin de peut-être me réorganiser pour éviter qu'elle ferme? Parce que c'est ça, il y a des centaines d'entreprises qui ferment chaque année. Je vais travailler avec le garde des Sceaux dès la semaine prochaine sur le sujet. Je peux répéter ce que j'ai dit il y a quelques mois. Je veux qu'on se comporte avec une entreprise comme on se comporte avec un être humain. Quand un être humain est malade, on n'attend pas qu'il soit à l'agonie pour le soigner. Quand une entreprise a une difficulté, on l'accompagne au début de la difficulté. Avant de l'emmener à l'hôpital. Naturellement. Eh oui. Au début de la difficulté. Bien Il y a sûr. un petit clignotant où on n'arrive pas à payer ses cotisations, où on n'arrive pas à payer son prêt, où on ne paye pas la TVA. Là, c'est un Il y warning. a un petit clignotant. Tout de suite, on intervient. On n'attend pas qu'il soit totalement... Qui intervient Mais globalement, les organismes sociaux, l'État, il faut qu'on se mette d'accord. C'est ça la difficulté. C'est ça l'enjeu. Mais oui, mais on va le faire. Il faut trouver la personne qui intervient ou Oui, mais ça, l'institution. D'abord, il faut qu'on ait la possibilité de dire oui, on le fait. Et si on le fait, qui le fait? C'est ça. Et donc, je vais travailler avec Garde des Sceaux pour voir si on peut, sur ce sujet-là, avoir ce comportement d'humanité, d'accompagnement. Dès qu'il y a une petite difficulté, on intervient. Et mon expérience, parce que j'ai déjà testé ça, quand on intervient tout de suite, 9 fois sur 10, on soigne, on guérit. Donc c'est vraiment un travail de dentelle, d'individualisation, d'accompagnement de l'entreprise avant qu'elle parte à l'hôpital. Et puis aussi, où là on massifie, on va dire. et d'humaniser Bien sûr. le comportement avec l'entreprise. L'entreprise, c'est quelque chose d'important et l'entreprise n'a pas pour objectif d'être tuée, d'être accablée, d'être accusée. L'objectif, elle est indispensable, l'entreprise est indispensable, elle est Elle fait utile. vivre la nation Elle est utile. et elle crée de la donc, richesse. quand elle a une difficulté, ce qui est normal dans la vie d'une entreprise d'avoir une difficulté, on l'accompagne. Comme un pour être pas- humain d'ailleurs. hein. Comme un être humain. On a des hauts, on a des bas, mais il faut être accompagné. Alain Exactement. Griset, merci. Merci Je à vous vous. laisse, comme on dit, filer. Vous êtes le ministre délégué en charge des PME. Vous reviendrez si vous avez quelques minutes Avec à plaisir. nous accorder, parce que là, vous avez une réunion, je crois, avec Bruno Le Maire, avec des fédérations, restaurateurs, hôteliers. Il faut vous préparer, évidemment. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. À ce face-à-face, ça n'a pas été simple. Merci d'être venu sur le plateau du Bonne Cercle continuation. DRH. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Tout de suite, c'est la suite de nos programmes. On va retrouver évidemment nos rubriques habituelles, Working Progress évidemment, après cette courte pause. Working Progress avec Jérémy Cléda et les invités de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux de vous retrouver, Jérémy. Entreprise à mission, alors c'est un mot un peu barbare peut-être pour ceux qui nous regardent, mais enfin c'est un mot qui est très identifié d'ailleurs à l'intérieur d'une loi qui est la loi Pacte. Et un invité, là, va nous expliquer bien ce que c'est exactement qu'une entreprise à mission. Oui, en tout cas, c'est peut-être un terme neuf, mais le sens qu'il y a derrière est vieux. On s'est beaucoup, je pense, posé la question ces derniers mois de quel est le sens de l'entreprise, quel est le sens qu'on y trouve, qu'on se donne nous-mêmes. Pour rappel, il y a eu un sondage récent auprès d'étudiants de grandes écoles. Il y a 62% des étudiants de grandes écoles, de commerce ou d'ingénieurs, qui refuseraient de prendre un emploi dans une société pour laquelle ils trouvent que les enjeux sociétaux et environnementaux ne sont pas respectés. Donc c'est un enjeu clé et aussi dans le recrutement. Et donc la question, c'est comment ce sujet d'entreprise à mission, il peut être porté par des boîtes et surtout comment y arriver. Et là, je pense qu'on a un très bon exemple avec bonjour Mathias Vichra. Vous êtes le secrétaire général de Danone. Souvent, on se dit d'ailleurs que ce genre de transition, ce genre de changement de statut, on peut le faire quand on est 10, 20, 100 personnes. Vous le faites avec 100 000 collaborateurs. Je crois que d'ailleurs, vous êtes la première entreprise à mission cotée en France. En quelques mots, comment cette transition se fait? Comment vous en êtes venu à être allé sur ce sujet et peut-être sur ce statut plus précisément? En fait, c'est à la fois une continuité et une rupture. C'est une continuité parce qu'il faut s'inscrire dans la longue durée avec l'action sociale et environnementale de Danone, le discours de Marseille d'Antoine Riboud en 1972 où il dit qu'il faut faire de l'économique et du social en même temps. Il y a déjà du en même temps. Ensuite, une raison d'être qui est posée dès 2005. Dès 2005, un engagement Bicorp. Et puis, c'est aussi une rupture parce qu'en réalité, avec la crise du Covid, notre président directeur général, Emmanuel Faber, a eu la conviction qu'il fallait accélérer le processus pour devenir une entreprise à mission et que ça avait du sens pour les consommateurs, pour les salariés et pour les parties prenantes et même pour les actionnaires, parce que les actionnaires ont voté à notre Assemblée générale à 99,5% en faveur du statut d'entreprise à mission. Et justement, alors on voit bien que dans tout ça, la relation au temps, elle est clé. Comment on fait pour inscrire une société, d'ailleurs
cotées en bourse, Oui. dont les sujets sont plutôt court terme, vers un objectif de long terme, même si on sait que ce genre de finalité a un impact positif sur les revenus et le développement de l'entreprise? Ouais, alors d'abord, une entreprise à mission, c'est deux choses principales. C'est d'abord un renouvellement de la gouvernance, puisque vous avez qui est posée, un comité de mission avec des personnalités extérieures qui vont vous aider, qui vont évaluer que vous poursuivez bien la mission. Cet élément d'évaluation s'accompagne d'un organisme qui est PwC pour nous et qui nous certifie les indicateurs. Donc premier élément, renouvellement de la gouvernance, évaluation externe. C'est pas vous qui dites. On dit je suis entreprise à mission, voilà. c'est formidable. Donc premier élément. Deuxième élément, un élément de cliquet, puisque vous inscrivez votre raison d'être dans vos statuts. Et nous, notre raison d'être, c'est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Quand vous apportez la santé par l'alimentation au plus grand nombre, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en matière d'acquisition, en matière de vente de produits, de sourcing. Et la réalité de cette raison d'être, et je m'arrête là-dessus sur la réalité dans la stratégie de l'entreprise, c'est que depuis que nous avons adopté cette raison d'être, notre portefeuille est devenu de plus en plus sain. Nous avons 90% de nos produits aujourd'hui qui sont considérés comme sains. Et il y a par exemple le Nutri-Score qui nous classe A et B pour plus de 90% de nos produits. Donc ça, c'est un élément tangible qui inscrit la raison d'être dans la stratégie de l'entreprise. Mais vous ne le vendez pas, je dirais, en termes de marketing, là, cette fois-ci, pour le consommateur. Moi qui pousse mon caddie, je n'ai pas en tête que vous êtes une entreprise à mission. Comment on fait ce lien? C'est un bon point. Entreprise à mission, c'est un dispositif à la fois de gouvernance, d'inscription juridique dans les statuts et d'une certaine manière aussi, on peut dire, de marque employeur, parce que pour les salariés, c'est quand même très favorable, très sain de savoir qu'on travaille dans une entreprise comme ça, ou alors qu'on veut aller dans cette entreprise. Pour le consommateur, c'est plutôt B Corp qui est un des enjeux, qui est cette certification américaine. Nous sommes la première multinationale au monde à nous être lancée dans la certification B Corp. Nous avons 45% de l'entreprise qui est certifiée 100% en 2025. Et là, pour le coup, cet enjeu, c'est de conjuguer B Corp et entreprise à mission. Qui donne des règles strictes, il faut quand même le préciser. B Corp, c'est la certification la plus exigeante, en matière environnementale et sociale. Je sais que votre entreprise aussi a été certifiée. Tout récemment, c'est une grande fierté. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un enjeu important. Pour l'instant, B Corp n'est pas assez connu des consommateurs. C'est un enjeu pour demain que les consommateurs... Pour l'afficher, oui, bien sûr. Et est-ce que justement, parce que c'est un peu la question, derrière, il y a beaucoup de labels, beaucoup de certifications. En tout cas, quand on est un particulier, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui se cache derrière. En plus, parfois, les gens comportent avec des labels de développement durable. On en connaît beaucoup. Comment faire en sorte que les gens puissent comprendre l'effort? Parce que cette transition, notamment à votre échelle, elle est gigantesque. Et après, de les amener vers peut-être un mode de consommation un peu différent. Oui, c'est un très bon point. Nous, on pense que Nutri-Score est vraiment d'abord un label scientifiquement prouvé et qui doit guider le consommateur. Qui avait été un peu critiqué, je le précise quand même. Nutri-Score, ça avait été un peu tendu au départ. Oui, en fait, ça avait été critiqué parce qu'il y avait notamment le sujet, est-ce que ça doit être obligatoire ou est-ce que c'est volontaire pour les entreprises? C'est resté sur le mode volontaire, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent adopter le Nutri-Score. Encore une fois, Danone, 90% des produits sont classés A et B. Et pour nous, on considère que c'est vraiment un élément qui doit guider l'entreprise et le consommateur, évidemment, pour connaître et évaluer la qualité, j'allais dire, healthy des produits. Et justement, alors peut-être pour rebondir sur ça, Nutri-Score, c'est sur la base du volontariat. De plus en plus de gens le font. Ça deviendra peut-être une norme au fur et à mesure. Est-ce que l'entreprise à mission, c'est bien sûr sur la base du volontariat de chacun, mais est-ce que vous pensez que ça va devenir la norme finalement? Quand on lit, c'était une étude en juin, il y a 4% des gens, seulement 4% des gens qui pensent que leur entreprise elle s'inscrit dans une démarche positive. Oui, encore 96. Il y a un peu de marge. Et en même temps, pendant le Covid, il y avait un sondage Ipsos aussi qui montrait que 90% des consommateurs attendaient de leur marque préférée qu'elle ait une action sociale et environnementale positive. Donc on voit qu'il y a cette tension. Moi, je pense que, en réalité, les consommateurs et les salariés vont être les principaux moteurs de changement dans les entreprises. Les principaux moteurs. Les salariés attendent beaucoup de leur entreprise, on le dit dans les écoles de commerce, c'est ce que vous avez révélé. Un choix éthique, un choix environnemental. C'était le salaire. Aujourd'hui, c'est le sens et l'impact de mon entreprise. Et c'est heureux. Donc on est dans ce moment-là. On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises, il y en a 9 dans les sociétés du CAC 40 qui ont adopté une raison d'être, qui est la première étape. Oui, c'est juste en dessous. C'est juste en dessous, en vue de devenir société à mission. Donc il se passe quelque chose. Donc moi, je crois
qu'il y a un mouvement. Nous avons par exemple aussi avec beaucoup d'entreprises du CAC et d'entreprises internationales lancé 2 grandes coalitions, l'une pour lutter contre la perte de biodiversité, l'autre pour lutter contre les inégalités, au G7 d'un côté, à l'ONU de l'autre. Il y a énormément d'entreprises qui nous rejoignent. On a même le patron de Microsoft Pour qui nous créer a une rejoint dynamique, ouais. pour lutter contre les inégalités. Donc il y a une dynamique, il se passe quelque chose en ce moment. Ce qui est bien, c'est de l'inscrire dans un cadre juridique, parce que sinon c'est incantatoire. Comme la Constitution, où on a inscrit des règles environnementales adossées dans la Constitution de l'entreprise. Exactement. Et sur ce genre de coalition un peu globale, sans glorifier certaines personnes, mais on voit que quand même souvent, c'est le résultat, le fruit de patrons très engagés. Ouais. Comment peut-on faire pour les entreprises qui n'ont peut-être pas ce genre de conviction à leur tête, pour les inciter à suivre ce mouvement? Parfois, on voit que ça bloque parce que à la tête. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, quand une entreprise a un historique d'engagement, c'est plus simple. Danone, c'est depuis 50 ans que l'entreprise est engagée, entre Antoine Riboud, Franck Riboud, maintenant Emmanuel Faber. Par ailleurs, je pense qu'en réalité, beaucoup de patrons se disent que si ils ne doivent pas le faire par conviction, il faut le faire quasiment par pragmatisme. D'abord parce qu'il y a le sujet de marque employeur des salariés. Ensuite, parce qu'on se rend compte que même la montée des inégalités, à Davos, a été considérée comme un risque économique majeur. La montée des inégalités, c'est notamment les classes moyennes qui sont en situation de réduction et d'attrition. De dégradation, et la part des classes moyennes dans les pays de l'OCDE a baissé de 13 points. C'est un problème économique. Donc les entreprises doivent prendre leur part dans la lutte contre les inégalités et dans la lutte contre le changement climatique. C'est aussi une question de business. C'est pas qu'une question de morale. En fait. Avant de nous quitter, Mathias Wichras, c'est une question fondamentale. Je sais que vous travaillez sur cette question, la question du plastique. C'est vrai et du recyclage, puisqu'aujourd'hui, quand je veux recycler mes yaourts, je ne peux pas, puisqu'il reste des éléments alimentaires à l'intérieur qui moisissent et donc ce n'est pas recyclable. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir justement dans cette réflexion, je dirais, très globale, très éthique? Plus que de réfléchir, nous avons annoncé qu'on mettait plus d'1 milliard d'euros dans les 2 années qui viennent pour développer tout le recyclage du plastique. Par exemple, toutes les bouteilles en plastique Evian, Volvic seront... Irremplaçable, le plastique? On peut le remplacer? Mais sur le plastique, il faut bien avoir en tête qu'il y a une vraie différence entre le plastique fossile et le plastique recyclé. Issu du pétrole. Qui n'a pas du tout le même impact écologique. Et qui vit... Donc, nous voulons développer ça. Nous développons des grands formats, notamment avec Volvic 8 litres. Et nous essayons de développer aussi du bioplastique et des matières alternatives. Nous sommes en pointe. Nous sommes la première entreprise au monde dans le domaine alimentaire. Je voulais vous entendre le dire. Dans ce domaine, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Et ça participe évidemment de l'engagement environnemental de l'entreprise. Mathias Wichras, c'était un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le secrétaire général de Danone, entreprise à mission, avec Bicorp. Oui, vous qui nous écoutez, Bicorp, ce sont des règles extrêmement strictes. Et vous avez subi, vous deux d'ailleurs, vous êtes passés sous les fourches codines à des échelles différentes. Mais Welcome to the Jungle est une très belle entreprise. Merci à vous. La suite de nos programmes, toujours avec Jérémy Cléda, c'est Travailler demain et c'est tout de suite. Travailler demain, toujours avec Jérémy Cléda, fondateur et CEO. On dit CEO, oui. Ça vous va? Oui, alors j'aime pas trop ce genre d'acronyme. Vous n'aimez pas, hein? Je me sens toujours mal à l'aise. Eh bien, Jérémy Cléda, le fondateur de Welcome to the Jungle. Là, on s'intéresse encore une fois, qui reste dans l'esprit de l'entreprise à mission, dans l'idée de plus de transparence. En fait, c'est exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Pour des particuliers et d'ailleurs même des futurs candidats, comment savoir en fait si l'entreprise qui nous intéresse, elle est engagée et moi qui veux y rentrer. Oui, et soi-même en tant qu'entreprise, comment démontrer par A plus B, au-delà de peut-être parfois de discours marketing, notre niveau d'engagement et surtout comment on s'engage. C'est clairement la mission de Noël Boza qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et de votre société Zei. Vous êtes une plateforme qui aide justement les consommateurs et les entreprises à s'engager pour l'environnement, avec des critères très précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à concilier ces deux mondes et à traiter ce sujet? Alors pour moi, il faut concilier les deux et il faut s'attaquer à la fois à la demande, donc aux consommateurs et aux talents, et aux entreprises, parce que les deux sont liés, tout simplement. Les consommateurs, les talents veulent consommer avec impact, il faut qu'ils aient accès à l'information, et l'entreprise qui s'engage concrètement, il faut qu'on l'aide, et il faut qu'elle puisse le faire savoir. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de moyens vraiment transparents et efficaces de le faire savoir auprès de tout le monde. Il y a des labels, on parlait de Bicorp, qui est très efficace, mais qui est malheureusement encore trop peu connu du grand public. Mais peu connu, effectivement. Voilà, malheureusement, il y a les rapports RSE qui sont
peu lu. Qu'on lit pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'outil de transparence vers les consommateurs et les talents. Alors Zei, on a développé une technologie, une plateforme qui permet déjà de cibler tous les critères d'impact les plus importants pour chaque entreprise. C'est lesquels? Ça dépend de l'entreprise. On a une matrice avec 900 critères d'impact. Oui, bah oui, c'est Donc on les adapte à chaque entreprise en fonction du de sa taille, secteur. son secteur. Plus que ça, c'est du sur-mesure par entreprise. Si jamais je suis un magasin, une marque textile et que j'ai des magasins physiques, j'aurai la part de mes magasins avec des bornes de collecte de mes clients. Si jamais je vends en plus des objets en cuir, j'aurai la part de mes produits en cuir qui sont végétaux. Donc c'est vraiment du sur-mesure et on a entre 30 et 70 critères par entreprise, que je sois le boulanger du coin ou Danone par exemple, et sur lequel l'entreprise va venir se diagnostiquer, s'auditer avec des justificatifs qu'on va vérifier. Donc la donnée, elle est soumise par l'entreprise elle-même, on la vérifie pour s'assurer que c'est pas n'importe quoi. C'est un petit bicorp en fait. Alors, c'est complémentaire à Bicorp. Bicorp vient trancher est-ce que je suis à impact ou pas. Nous, on s'adresse à toutes les entreprises, donc celles qui commencent et qui ne sont pas impact au départ. Parce que Zei, c'est aussi un outil de progression pour les entreprises. On a intégré un catalogue de centaines d'innovations, solutions et cabinets de conseil qui me permettent de trouver tous les prestataires et les fournisseurs avec qui travailler. Vous les aiguillez. Parce qu'au début, quand on est une entreprise, on s'intéresse à ce sujet, parfois on ne sait même pas où commencer. Moi, j'entends plein d'entreprises qui nous disent, qui ont une vraie conviction, qui disent j'aimerais y aller, mais où, je sais comment absolument pas comment. Est-ce que vous les aidez? Parce que si vous en avez 900 critères, j'imagine que savoir les bons. Alors, c'est pas elle qui les choisit. C'est un détail. Vous qui les choisissez. Dans notre matrice, il y a 900 critères qu'on recoupe en fonction du secteur, la taille des caractéristiques. Mais l'entreprise va en recevoir une vingtaine, entre 20 et 50 sur l'environnement. Qui sont pertinents pour elle, du coup. Voilà, qui sont pertinents et qui sont pondérés entre eux avec un système de coefficients. Mais tout est généré automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour définir qu'est-ce qui est important pour moi, on a des cabinets de conseil qui coûtent très cher, mais qui font du sur-mesure. Mais c'est en général beaucoup de ressources. Et on a des référentiels un peu open source qui sont communs à toutes les entreprises d'une même taille, comme le 440, ou à toutes les entreprises d'un même secteur. Mais du coup, c'est pas du sur-mesure. Notre algorithme et notre technologie est la première à faire du sur-mesure, mais gratuit, et en 3 minutes. Donc je m'inscris, ça prend 3 minutes. Et donc ça permet de sortir les items qui correspondent bien à l'entreprise et qui collent. Exactement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc même l'audit est gratuit avec justificatif. Donc je sais exactement ce que... Rien n'est jamais gratuit, vous le savez. Alors on a une version premium, mais on va y venir sur. C'est ça. Donc derrière, l'entreprise, une fois qu'elle s'est diagnostiquée, elle sait ce qu'elle fait de bien et qu'est-ce qu'il lui reste à faire. Et c'est là qu'intervient le catalogue de solutions pour avancer. Mais le troisième frein, après le je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas comment progresser, c'est comment je le valorise. Parce que c'est bien de mettre du temps et des ressources dans la stratégie d'impact. Oui, mais ça me sert à quoi sur le plan commercial? Il faut qu'il y ait on va dire sacrément, un retour sur investissement. Sinon, l'écologie et le social restera perçu comme un sacrifice en temps et en argent. Et c'est là qu'interviennent nos profils publics, nos vitrines digitales, où toutes les données d'impact, tous les critères, la progression de l'entreprise sont affichés et l'objectif sur chacun d'entre eux sont affichés, communicables. Et donc là, sur mes réseaux sociaux, sur mon site web, on développe des partenariats avec des applications consommateurs comme ScanUp, un des concurrents de Yuka, pour que le score d'impact apparaisse à côté d'un produit scanné, sur des marketplaces digitales, sur des job boards et des sites de recrutement, pour que la donnée soit le plus largement partagée. Visible. Voilà, auprès des candidats qui veulent avoir du sens, auprès des consommateurs qui veulent avoir de l'impact, et même des investisseurs qui veulent avoir du sens dans leur investissement. Et ça, parce que je pense que du coup vous êtes bien placé pour voir cette tendance de fond des gens qui veulent s'intéresser à ce sujet et du coup modifier leur comportement d'achat, modifier leur comportement peut-être de recherche de job. C'est quelque chose que vous voyez. Est-ce que d'ailleurs ça s'est accéléré cette année? Alors c'est très profond. Je dirais que ça fait à peu près 3 ans où il y a vraiment une révolution. Et accélération avec le Covid. VPI, c'était en 2019, donc l'année dernière. C'était 9 Français sur 10 qui veulent avoir du sens dans leur consommation. Alors, ils n'ont pas accès à l'info. Du côté des talents, notamment les jeunes qui sont plus sensibles à ces thématiques-là. C'est le BCG qui a fait une étude qui montrait que 2 tiers des jeunes voulaient avoir du sens dans leur emploi et qui ne voulaient pas avoir un job qui n'a pas de sens. On l'entend beaucoup dans cette émission, c'est vrai. C'est passé devant le salaire. Dans les priorités. Mais la question, c'est comment savoir vraiment, finalement. Et être sûr que c'est bien une entreprise qui a du sens, que c'est pas du greenwashing ou un mensonge. Alors, justement, le problème comment est-ce que le greenwashing est possible, c'est quand l'entreprise va pouvoir choisir les éléments qu'elle souhaite mettre en avant et ceux qu'elle va masquer. Dans notre approche, l'entreprise, on lui impose les critères. Et donc, il y en a où elle va être à très bonne et d'autres où elle va être à 20. Elle est prisonnière des critères, elle n'a pas le choix. Mais comme elle est obligée d'être transparente, elle va se mettre des objectifs ambitieux à atteindre et elle va devoir se forcer à les atteindre. Et le but, c'est pas qu'on ait toutes les entreprises sur Zei, mais on a des classements qui permettent de comparer lesquels sont les meilleurs, le coiffeur le plus engagé ou la banque la plus verte. Et on devrait lancer, alors c'est pas encore le cas, mais on devrait lancer dans peu de temps un moteur de recherche qui me permettra de chercher une entreprise sur Zei. Si je la trouve parfait, je vois ses engagements. Si je la trouve pas, on dira désolé, elle n'est pas encore transparente. Voici le classement des meilleures alternatives aux cosmétiques, aux textiles. Qui correspondent au secteur qu'on cherche. Donc, ça donnera à certains l'envie
de se lancer là-dedans. Ah, les classements, ça fait toujours Voilà. plaisir. Évidemment, ça motive. Merci d'être venu, Noël Boza. ZEI, ça veut dire quoi en 10 secondes? Zéro éco-impact. Ah ben voilà. Mais oui, j'aime bien, Jérémy, vous avez remarqué. sais. Mais Je me doutais que la question arrivait. elle arrivait, mais elle arrive tout à la fin, mais zéro Éco-impact. Ça éco-impact. répète un proverbe chinois aussi. Moi, je pensais que c'était du chinois, mais On a déjà eu. c'est ZEI. Exactement. On a déjà parlé chinois sur ce plateau. Merci, Jérémy. Merci à vous, Noël. On termine notre émission. Vous connaissez notre rubrique. Fenêtre sur l'emploi. LinkedIn. Oui, comment faire pour être un champion sur LinkedIn et se faire remarquer? C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Alors on parle des chiffres du recrutement, on s'intéresse au recrutement et aux techniques de recrutement. Oui, comment on fait? C'est le CV, c'est LinkedIn évidemment, c'est un classique. Clifford Mahut, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes le cofondateur et le CEO des Années Folles, qui est une agence d'influence de la marque. Alors c'est intéressant votre agence parce que agence de marque c'est très connu, mais c'est la marque personnelle. Oui. Je suis une marque. Comment je la valorise? C'est quoi l'idée? L'idée de votre structure, c'est un individu est comme un produit et il doit valoriser sa marque? Exactement. Alors nous, on est la première agence de marketing d'influence sur LinkedIn. Donc on permet à des marques de se rendre visibles grâce à des influenceurs et des leaders d'opinion sur LinkedIn. Et effectivement, aujourd'hui, LinkedIn n'est pas une CV tech, mais bien la marque personnelle qui est mise en avant. Alors, la marque personnelle, comment on fait pour valoriser sa marque quand on est un individu, qu'on cherche un emploi, alors qu'on peut avoir plus de 45 ans, on peut sortir d'une école prestigieuse? Comment on fait? C'est quoi la technique? Il y a toute une série de conseils là, que vous avez développés. Alors oui, effectivement, on conseillera effectivement de considérer LinkedIn comme plutôt un site web, même une marque personnelle, c'est une landing page. Votre page LinkedIn est une landing page. Vous devez donner envie aux personnes qui visitent votre page de vous rencontrer dans le but de trouver par exemple un emploi effectivement. Alors la technique, bon c'est un peu classique ce que je vais vous dire, mais c'est une belle photo, c'est de mettre des éléments biographiques, qu'est-ce qu'on fait? Ou des écrits, des livres, comment on... Alors la première chose c'est pour se rendre visible sur LinkedIn, il faut indiquer effectivement des mots-clés. Il faut se mettre à la place du recruteur qui a peu de temps sur LinkedIn et qui va faire des requêtes pour vous rechercher. Donc il faut identifier les mots-clés de votre secteur d'activité. Par exemple, imaginons que vous êtes dans le commerce, dans la tech, imaginons vous êtes commercial dans la tech, et vous allez devoir identifier quels sont les mots-clés que recherchent les recruteurs sur LinkedIn par exemple. Donc ça c'est un travail en amont, en se disant voilà ils cherchent ça, moi je les intègre sur ma page, puisqu'on crée sa page. Exactement. Et puis ensuite on met une belle photo et j'allais dire son CV traditionnel, c'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on apporte de plus quand on parle de la marque personnelle? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça dit de plus? Alors, ça va un peu plus loin que ça, effectivement. Il faut se mettre dans une casquette presque de marketeur. Se dire que finalement, le recruteur va avoir 5-10 secondes sur votre profil, c'est la réalité. Et donc, mettre effectivement ces mots-clés pour qu'il vous trouve déjà, et puis rapidement qu'il comprenne pourquoi vous êtes différent, pourquoi il devrait vous appeler, et mettre un appel à l'action quand il visite votre page dans le but de générer un appel pour un entretien avec un décideur qui pourrait vous trouver le job le job que vous aimeriez avoir. Clifford Mahut, pour être très concret, pour ceux qui nous regardent, qui disent mais c'est génial cette histoire Années Folles. Concrètement, je vais sur Internet, je vous appelle, et puis vous me donnez un rendez-vous dans votre agence, je pousse la porte, et là vous me faites quoi? Un portrait robot de moi-même? Vous me posez des questions? Vous essayez de dresser un profil? Comment ça marche concrètement? Les Années Folles, là aujourd'hui, je vous explique comment vous rendre visible à travers votre marque personnelle, mais nous, notre métier, c'est rendre visible des marques à travers cette marque personnelle, grâce à des influenceurs, comme ce que vous trouvez aujourd'hui sur YouTube, comme ce que vous trouvez sur Instagram, par exemple. Les influenceurs, c'est les gens puissants sur le réseau. Experts surtout. Experts, et qui vont apporter leur analyse, leur point de vue. Exactement. Qui ont une communauté, qui vont donner envie de suivre cette personne-là. Et donc, on peut s'inscrire avec les Années Folles, avec un leader d'opinion sur LinkedIn, un expert dans une thématique, dans l'objectif de se rendre visible. Je commence à mieux comprendre, Clifford. Ça veut dire que vous avez au sein de votre structure une liste d'experts, d'influenceurs qui sont en lien avec vous. Alors comment ça se passe? Ils vous alertent sur des sujets qu'ils vont lancer, des entreprises dont ils vont parler? Comment ça marche? Alors ils ont une ligne éditoriale, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont une expertise, effectivement, ils créent du contenu au quotidien sur LinkedIn, et donc ils ont des thématiques. Et c'est plutôt l'inverse. Donc c'est leur métier Exactement. C'est leur métier d'être... une partie de leur métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau métier. Influenceur sur LinkedIn, c'est un tout nouveau métier. Ce sont avant tout des experts dans leur domaine. Ça peut être un entrepreneur,
ça peut être très bien un indépendant qui a une expertise, ça peut être un coach, un formateur, etc. et qui a une communauté qui le suit sur LinkedIn grâce à son expérience, grâce à son expertise. Et aujourd'hui, vous avez une marque avec les mêmes valeurs et vous allez vous inscrire dans cette ligne éditoriale. Et donc moi, en tant que personne recrutée, cherchant un emploi, ça booste ma visibilité ? Oui, ça peut booster votre visibilité. Je dirais plutôt qu'il faut utiliser ces codes comme ces influenceurs-là qui ont compris l'intérêt de LinkedIn. Ne pas considérer LinkedIn comme une CV tech, mais vraiment comme je vous dis, un site internet, en quelques secondes, comprendre rapidement pourquoi vous êtes différent des autres. Avant de nous quitter, j'ai l'impression d'entendre Amélie Favre-Guittet, qui vient régulièrement chaque mardi, et qui dit, mais il faut être culotté, et dans l'un de vos conseils, vous dites prendre contact directement avec les recruteurs. C'est le conseil que vous donnez aussi. Chasser les chasseurs. Chasser le chasseur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment faire un travail, alors qu'on avait, vous avez vu au début de l'émission, un homme qui cherchait à nous désintoxiquer d'Internet. Bon, bah, avec vous, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut passer quelques heures pour d'abord faire quoi ? Un diagnostic, chercher les chasseurs ? Effectivement. En fait, vous allez vous mettre à sa place et vous allez devoir le chercher, bien comprendre ses besoins. Dans la tête du chasseur. Exactement. Et se dire que vous allez donner envie de vous rencontrer. Il ne faut pas être sur LinkedIn pour vendre un produit. Il faut donner envie d'acheter. Il faut donner envie que le recruteur ait envie de vous rencontrer. C'est vraiment l'objectif. Donc le recruter dans la peau d'un produit, si on se met dans la peau d'un marketeur, c'est ça l'idée. Hein. Je dois me positionner comme un produit dans un segment, dans un secteur, avec les bons mots et avec, je dirais, le bon packaging. Hein. Oui, exactement. Et avec les codes, justement, de votre secteur d'activité. Ne pas oublier que c'est un réseau social. Ce n'est pas un email. Quand vous approchez un recruteur dans l'objectif de chasser un chasseur, eh bien là, il faudrait imaginer 2-3 phrases, par exemple. Vous êtes sur une messagerie d'un réseau social et non un email. Le recruteur va recevoir un texto en quelque sorte. C'est votre téléphone qui va vibrer et donc en quelques secondes, il va regarder votre texto et ce qu'il va vouloir échanger avec vous à travers ce petit chat pour avoir un appel. Et avec les conseils des années folles et de leurs influenceurs, peut-être aura-t-il envie d'échanger avec vous et d'aller plus loin pour engager un processus peut-être de recrutement, peut-être même d'embauche. Le chasseur chassé, je retiens cette phrase. Merci Clifford Maheu, cofondateur, CEO des années folles. Alors ce n'est pas que du recrutement et de marque personnelle, on a compris, vous êtes aussi un influenceur, vous d'une certaine manière, vous êtes devenu vous-même un influenceur, non ? Pour l'effigie de notre entreprise, oui, mais on n'a pas pour objectif d'être des influenceurs. On a des influenceurs dans notre label, effectivement. C'est ça. Et nous, on est un peu en retrait. Des influenceurs dans le label. Merci d'être venu nous éclairer. C'est un tout nouveau métier dont on vient de parler, les influenceurs sur LinkedIn. On va essayer de creuser ce dossier. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci aux équipes techniques, à Fanny Griesmer à mes côtés dans cette émission. Et puis merci à vous qui nous regardez, qui faites vivre cette émission à la fois sur les réseaux sociaux et puis qui regardez sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. À demain pour la dernière émission de la semaine. Ça sera le Cercle des experts. Il y a beaucoup d'actualités. On fera le point avec nos experts. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.